Ce podcast vous est présenté par PhysioDry, organisme de formation pour les kinésithérapeutes et les ostéopathes. Pour retrouver nos formations, nos ressources et bien plus encore, rendez-vous sur notre site www.physiodry.com. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PhysioDry, le podcast où on parle de course à pied, de performance, de prévention avec mon regard de kiné du sport. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui pour moi fait vraiment la différence entre enchaîner les entraînements et les kilomètres la semaine et vraiment donner du sens à son entraînement. C'est ce qu'on appelle la planification. Alors, tu as sûrement connu cette phase où tu suis des séances piochées à droite à gauche, sans vraie cohérence, tu n'as pas trop de lien dans ce que tu fais, jusqu'au moment où la fatigue, la démotivation, parfois même la blessure, peuvent te rappeler qu'il manque un fil conducteur dans tout ce que tu as prévu et tout ce que tu fais. Et c'est ce que la planification peut te permettre d'acquérir au fil de tes entraînements. Et donc l'idée de cet épisode, c'est pas de te proposer une recette magique, mais c'est de comprendre comment une planification réfléchie, elle peut t'aider à progresser, à respecter ton équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle, et aussi à mieux gérer tes charges d'entraînement au fil des semaines. Et c'est pourquoi c'est rarement simple de tout faire seul, parce que c'est compliqué d'être à la fois le sportif, à la fois le coach, donc son propre coach, et aussi le juge de ses propres sensations. Tout ça, ça manque d'objectivité. Et pour en parler, j'accueille Étienne de Build Your Perf, on peut appeler ça aussi BIP. C'est un organisme de formation pour les kinésithérapeutes du sport. Et Étienne est lui aussi kiné du sport et à la fois, il accompagne aussi les coureurs au quotidien et notamment aussi les triathlètes. Ensemble, on va discuter de ce qu'il y a derrière un vrai plan d'entraînement. On va voir aussi la place des tests de VMA, des tests de vitesse critique. Et pour essayer de mettre en place des repères de performance et de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser aussi les outils modernes qui peuvent aussi nous apporter un petit plus et de ce regard extérieur qui change concrètement la façon de s'entraîner. Installe-toi correctement, c'est parti pour ce nouvel épisode. Salut à tous et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de PhysioDry. Aujourd'hui, je suis avec Étienne de BIP, un organisme de formation en kiné. Et donc, je suis avec Étienne qui est kiné, qui est aussi coureur. Salut Étienne et merci d'être avec nous. Ouais, salut Florian, merci de m'avoir invité. C'est avec grand plaisir que je participe aujourd'hui à ton podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent? Ouais, carrément. Donc moi c'est Étienne, je suis kiné depuis quasiment 10 ans maintenant. Et j'ai pas mal, je pense que j'ai fait un peu le parcours classique du kiné au début, des remplacements. Je me suis formé kiné du sport. Ensuite, je fais préparation physique et je me suis de plus en plus spécialisé sur l'accompagnement des coureurs à pied au global, que ce soit en kiné, puis en préparation physique aussi. Et depuis maintenant 4 ans peut-être, je travaille exclusivement avec des coureurs à pied au cabinet dans un premier temps en tant que kiné. Et j'accompagne aussi des coureurs dans leur entraînement maintenant, dans leur entraînement pour qu'ils progressent, pour qu'ils puissent progresser sans se blesser, atteindre leur objectif. Donc ça fait quelques années que je fais ça. Et du coup, j'ai encore évolué où je travaille plus tout seul là-dessus. On a créé une structure, donc BIP, qui est Build Your Perf, où ce qui était à la base une structure de coaching course à pied, où on est avec Pierre et Ronan, on a monté cette structure-là. Et on est plusieurs coachs qui sont tous kinés, qui accompagnent les coureurs pour progresser sans se blesser en course à pied, atteindre leur objectif. Et d'un autre côté, un côté qu'on développe de plus en plus, tu nous as présenté comme organisme de formation. Une excellente formation. Excellente formation. Merci pour ça, Florian. Merci pour ta confiance. Et du coup, maintenant, on forme les kinés pour que eux-mêmes développent leurs compétences dans l'entraînement du coureur, au-delà de la rééducation. Et s'ils le veulent, deviennent compétents, deviennent légitimes à coacher aussi de leur côté et du coup à diversifier un petit peu leur activité de kiné avec cette partie coaching. Alors, je te cache pas que cet épisode, je l'attendais beaucoup et j'espère qu'on va réussir à
tenir, pas trop dépasser parce que c'est un épisode qui est ultra intéressant. Moi, j'en profite aussi pour présenter un peu ta formation parce que moi, je me suis régalé quand j'ai fait ton module en ligne. Moi, je suis un petit peu le même parcours que toi. Ça fait un moment que je travaille en kiné du sport et j'ai quand même de plus en plus de coureurs au cabinet. Et il me manquait un truc au niveau de ma prise en charge et surtout pour aller plus loin avec les patients, j'avais un besoin de structurer un petit peu toutes les infos que j'ai recueillies un peu au fil de ma pratique et ta formation, moi, ça m'a permis de mettre un petit peu toutes les infos que j'avais dans les bonnes cases et le fait d'apprendre à planifier une préparation pour un objectif pour un patient, ça a permis d'asseoir un peu la légitimité au sein du cabinet et surtout ça permet d'offrir quelque chose en plus. Et le truc, c'est la première question que j'ai à te poser parce qu'il y a plusieurs types de coureurs. Ouais. Tu as des coureurs récréatifs qui vont juste courir une fois de temps en temps, et tu as ceux qui courent sans forcément d'objectif, mais qui sont plutôt réguliers. Et puis après, tu as ceux qui ont un objectif. Et le problème, c'est que les gens pensent que la planification, ça s'adresse que à ceux qui ont un objectif de temps avec un gros chrono. Et ce que j'essaie de leur expliquer, c'est que non, pas forcément. Ça s'adresse aussi aux débutants qui veulent juste cadrer un peu leur pratique. Donc, pour toi, à partir de quand la planification, elle devient utile et intéressante? La planification, c'est un grand mot, mais en fait, c'est n'importe qui s'entraîne, qui débute l'entraînement, qui s'entraîne, qui a un objectif, peu importe, comme tu disais, doit planifier. Planifier, mais c'est pas que par rapport à un objectif, c'est planifier aussi par rapport à sa vie pro, sa vie perso. Il faut un cadre pour pouvoir pratiquer son activité en prenant du plaisir sans se blesser, parce que la course à pied, on va dire malheureusement, c'est un sport où on peut pas faire quand on veut, quand on peut, n'importe comment, peu importe son niveau, parce que c'est un sport où il y a des contraintes mécaniques, des impacts qui font que si tu cours pas pendant 10 jours et que tu veux courir 15 km le jour suivant, ça marchera pas. En tout cas, tu vas sûrement boiter le lendemain. C'est pas l'objectif, tu vas te blesser, tu vas pas prendre de plaisir et tu vas peut-être arrêter de courir. Donc c'est pour ça qu'on dit, même quand on est débutant, il faut avoir un minimum de cadre. Ça veut pas dire quelque chose de très strict, etc. Un cadre, c'est malléable, des limites. Ouais, exactement. C'est juste avoir un cadre pour savoir quand même si on parle pas d'objectif, tu disais un débutant n'a pas forcément d'objectif. Au final, quand quelqu'un commence à courir, il y a toujours un objectif derrière. Ça veut pas dire que je veux faire tel chrono, 10 km, semi-marathon, marathon. Mais c'est un objectif peut-être de santé, un objectif de social, un objectif souvent de prendre soin de soi. Oui, hygiène de vie, c'est la course à pied, c'est facile. Donc derrière cet objectif d'hygiène de vie, de prendre soin de soi, de prendre du plaisir, il y a quand même cette notion de j'ai envie de progresser, j'ai envie de courir un petit peu plus longtemps, j'ai envie de pas me blesser, bien sûr. Et du coup, cet objectif-là qui est pas hyper précis d'un point de vue quantitatif, il faut quand même le cadrer et se dire ok, tu veux courir 1 heure dans 3 mois avec ta femme le week-end, avec tes enfants, avec tes potes. Ok, on va créer un cadre assez souple pour toi, mais on va créer un cadre pour que tu arrives à cet objectif-là sans te blesser, en prenant du plaisir. Et en plus, nous deux, on est kinés, donc au-delà de l'aspect performance, nous on a envie que les gens ils courent toute leur vie et qu'ils prennent soin de leur santé toute leur vie. Donc si dès le début, tu as donné les bonnes infos et tu as donné ce cadre, mais aussi ce plaisir à côté que t'as pas oublié, la personne elle va prendre du plaisir, elle va continuer à courir et puis elle va continuer à prendre soin de sa santé et au final, c'est peut-être le critère numéro 1 qui nous motive à mettre les gens à courir. En plus, tu parles de planification et ça, c'est une sémantique qui est hyper intéressante. Pourquoi on parle de planification et pas juste de programme? Parce que ça se réfléchit toujours à long terme. Tu es obligé en course à pied d'avoir une vision un peu long terme. Globale, ouais. Ouais, une vision globale. Et quand tu t'entraînes et que tu programmes jour après jour, semaine par semaine, t'es très limité dans ta progression, dans ta motivation même. Et au final, moi, je trouve que quand je réfléchis un plan d'entraînement, je réfléchis d'abord à l'année, qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, on va diviser en blocs par 6 semaines, par exemple, puis par semaine. Et c'est toujours une planification. Le mot planification, ça reprend ce côté long terme, ce côté, OK, à l'année, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre ensuite dans chaque bloc, justement, pour atteindre ton objectif, sans le blesser et prendre du plaisir.
Et pour toi, justement, sur une prépa, c'est quoi les grands blocs, les incontournables que tu vas avoir pour justement sectoriser un petit peu une préparation? Je vais te dire, ça dépend parce que ça dépend dans le sens si tu vas sur les qualités physiques à développer, bah, si tu vas faire un trail, si ton objectif principal c'est un trail ou un 10 km ou un ultra trail, ce sera complètement différent et tu auras des blocs qui seront pas les mêmes pour l'un et pour l'autre. Mais en tout cas, ce que je vais faire pour chacune des prépas, chacun des athlètes que je vais coacher, ça va être à chaque fois leur demander de choisir 2 objectifs principaux dans la saison. Et les incontournables pour chacun, ça va être OK, le bloc avant cet objectif que tu m'as dit numéro 1, cet objectif principal, ce sera un bloc spécifique, on appelle ça, c'est-à-dire que les entraînements ressembleront de plus en plus à ce que tu vas faire en course du jour J. Exactement. Si tu m'as dit que tu veux faire, ton objectif c'est de faire un trail de 40 km avec 1500 mètres de dénivelé, les 2 mois d'avant, tu auras des sorties le week-end, dans la semaine, qui ressembleront, bien sûr, ce sera pas autant de volume, mais qui ressembleront à ce que tu auras le jour de la course. Pareil pour un marathon. Et ben justement, pour toi, du coup, est-ce qu'on prend le même nombre de semaines pour préparer un 10, un semi ou un marathon? Enfin, ce que je veux dire, si je veux aller un petit peu plus loin sur ma question, c'est que des fois, j'ai l'impression que les gens pensent que préparer un 10, c'est beaucoup plus facile que préparer un marathon ou que ça prend beaucoup moins de temps. Alors, des fois, j'ai tendance à leur expliquer que ça dépend surtout de l'objectif et un 10 peut être aussi contraignant, voire plus, surtout pour les articulations, que de préparer un semi, voire un marathon. Si tu veux performer sur toutes les distances, ça prend du temps dans tous les cas. C'est vraiment un objectif de performance. Tu veux vraiment être performant sur 10 km, etc. Après, factuellement, le temps passé à courir sera quand même plus long sur ce marathon, un peu moins sur semi, encore un peu moins sur 10 km. Donc, si tu me dis que ton objectif, c'est de finir un 10 km, tu vas prendre 1 heure, par exemple. Tu auras factuellement besoin de moins de temps de prépa que si tu veux finir un marathon qui te prendra 4 heures. Parce que au niveau mécanique, la courbe, le temps que tu vas passer à être capable de tolérer le volume, il sera plus important sur un marathon. Donc factuellement, si on prend des objectifs similaires qui sont finir la course, bah quelqu'un qui court rarement et qui veut faire un marathon, je vais dire t'as au moins 6 mois de prépa pour encaisser les 42 km sans se blesser. Si tu veux faire un semi, pour finir la course encore une fois en 2 heures, tu auras quand même peut-être 4 mois de prépa, on va dire. Si tu veux finir un 10 km, tu en auras peut-être 2 ou 3. Donc, pour objectif égal, enfin objectif débutant, on va dire, le critère numéro 1, c'est juste de pouvoir encaisser le nombre de pas en fait que tu vas devoir gérer au fur et à mesure de la course. Donc, mécaniquement, encaisser la course. Donc, il va falloir un peu plus de prépa. Plus c'est long, plus tu as besoin de temps de prépa. Mais après, si tu veux performer sur 10 km, oui, si tu veux faire tomber le chrono. Voilà, de 6 mois parce que tu veux faire un gros bloc développement de VO2 max, un gros bloc développement de ton deuxième seuil, etc., qui vont t'amener sur ta meilleure perf au 10 km dans 6 mois. Donc là, on est encore sur autre chose. Et qu'est-ce que tu penses justement des tests en début de prépa? Là où je veux en venir, c'est que souvent, quand je parle avec un patient et que je lui demande s'il a une planification ou comment est-ce qu'il a structuré son entraînement, je lui demande est-ce qu'il a quantifié son niveau par des tests comme la VMA, des tests de VO2 max, enfin on va y revenir dessus. Est-ce que tu penses qu'il faut toujours le faire ou est-ce que on peut quand même y arriver sans forcément faire de tests spécifiques au début de la prépa? En fait, on a souvent l'objectif final. C'est vrai que le patient, le coureur, le client, il va toujours venir en disant je veux faire tel chrono sur telle course à la fin. Et nous, si on n'a pas d'évaluation au début, on n'a aucune idée pour lui dire est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable. Moi, je pense que tu as 3 manières d'évaluer le niveau initial de l'athlète. Ça va être déjà ses précédentes performances. Si au final t'as pas le temps de l'évaluer ou bref c'est pas la bonne personne, si il y a 2 semaines il a couru déjà un 10 km ou un semi ou il y a un mois, tu as une idée quand même de son niveau et tu vas pouvoir savoir si c'est son expérience et son niveau de ces dernières semaines sur cette dernière course, tu vas savoir si c'est envisageable ou pas le chrono qui nous demande. Ensuite, tu as 2 évaluations qui vont être un peu plus objectives. Tu as les tests VMA, mais on en reparlera peut-être, mais les tests VMA pour le coup, on fera un épisode sur ça d'ailleurs. On fera un épisode sur ça. Et je fais une petite intro, un petit teaser. Alors ouais, allez voir l'épisode juste après, allez voir l'épisode. Fais un peu de teasing.
Test VMA, c'est fait depuis des dizaines d'années. Tout le monde connaît sa VMA, a envie de faire son test VMA en début de saison, mais ça ne prédit pas du tout ton chrono sur 10, sur semi, sur marathon, encore plus sur semi, sur marathon. Pour VMA égale, tu peux avoir des écarts énormes. Du coup, on en parlera dans l'épisode suivant. Et tu peux avoir aussi des tests, nous, qu'on fait beaucoup chez BIP et qu'on fait quasiment avec tous nos athlètes, c'est des tests de vitesse critique qui sont beaucoup que j'aime beaucoup aussi. De la performance, quand même. En tout cas, de prédictif du niveau, au niveau physio de l'athlète le jour du test, en tout cas. Et puis ensuite, tu peux construire un peu plus facilement ta planification, justement, avec des références, des ancrages qui sont plus objectifs qu'une VMA, qui est plus floue, selon moi. Ça ressemble quand même beaucoup à la kiné, parce que tu vois, on dit toujours en kiné, quand tu vas évaluer une épaule ou même un dos, de faire ce qu'on appelle des clusters de tests, c'est-à-dire de faire plusieurs. Enfin, un test ne veut pas forcément donner un résultat et un diagnostic fiable, et qu'il faut combiner les tests pour augmenter le plus possible la chance de trouver le bon diagnostic. C'est un petit peu pareil pour percevoir le niveau de l'athlète. Un seul test VMA, c'est ça qui me gêne quand on parle de Demi Cooper ou quoi, c'est qu'on fait juste un seul test, et à partir de ce test-là, on va faire une planification d'entraînement, et on prend pas en compte l'historique, ce que le coureur est capable de faire sur ses antécédents, tous les résultats qu'il a déjà eu, et puis faire un seul test VMA, je trouve que c'est compliqué, parce que il suffit que ce jour-là il soit pas bien, ou qu'il y ait des conditions un peu difficiles, ça va pas forcément traduire exactement son niveau à l'instant T. Ouais. De toute façon, dès qu'on parle de tests, il y a énormément de biais, il faut juste en être conscient. Et peu importe les tests, et même les tests qu'on peut voir les plus fiables en labo, etc., avec les masques de VO2, bref, tout ce qu'on peut avoir, ça reste un test, ça reste dépendant des conditions du jour J, et ça reste à mettre dans un contexte. Donc oui, c'est comme en kiné. J'adore ton analogie, et c'est vrai que je suis complètement d'accord. Pour moi, le coaching et la kiné, l'entraînement et la kiné, c'est, on va dire, exactement la même chose. C'est juste les moyens qui vont être différents, mais c'est évaluation initiale, objectif final, et ensuite tu crées un chemin en fonction de tes connaissances, de tes hypothèses, de tes tests que tu as fait. Tu crées le chemin le plus logique entre le niveau initial du patient ou de l'athlète, en fonction de la casquette que tu as sur la tête, et l'objectif final du patient ou de l'athlète. Et voilà, tu crées le chemin le plus logique possible entre les deux. C'est exactement la même chose pour moi, la façon de réfléchir en kiné et en coaching, en entraînement. Alors, on va rentrer dans une partie un peu plus tranchée de l'épisode, et c'est vrai qu'il y a quand même un énorme essor de la course à pied, et on voit de plus en plus de choses sur les réseaux. J'ai tendance un peu à être un peu, tu sais, le vieux con déjà, à râler un peu sur les réseaux, et à un peu des fois démonter un peu tout ce qu'on voit sur les réseaux. Mais c'est vrai que avec cet essor-là, et du coup c'est une manne aussi financière parfois pour certaines personnes, la course à pied, on voit de plus en plus de gens se revendiquer coach justement sur les réseaux, et on voit de tout. Comment tu arrives toi à faire le tri pour voir un petit peu par rapport aux choses que tu peux voir entre un plan qui peut être des fois générique, ou quelqu'un qui se dit coach juste par son expérience de coureur? Qu'est-ce qui compte vraiment quand on doit choisir justement quelqu'un qui doit nous accompagner pour une planification? C'est dur, hein. C'est difficile. En tout cas, si je me mets à la place d'un athlète qui veut chercher un coach justement pour sa prochaine prépa, c'est difficile, parce que entre ce qui est montré et ce qui est la personne vraiment, est-ce qu'il est diplômé, pas diplômé, est-ce que ça veut tout dire, pas tout dire, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Je pense qu'il faut discuter tout simplement avec la personne. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que il y ait ce côté santé qui soit pris en compte. En tout cas, la base de la pyramide, c'est ne pas se blesser, être en bonne santé pour ensuite pouvoir progresser et performer. Et si, dès le début, il n'y a pas d'attente particulière de la part du coach sur la santé, sur la gestion des blessures, les antécédents, l'expérience, etc., pour moi, c'est un warning. Après, tu es obligé de discuter avec les gens pour savoir vraiment qu'est-ce qu'ils pensent de proposer, comment est-ce qu'ils travaillent sur juste des réseaux sociaux, ou même une page internet ou autre. Je sais pas si toi, tu as des tips, mais pour le coup, c'est impossible de savoir est-ce que la personne est vraiment compétente. On peut voir des témoignages des gens qui ont explosé leur record. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, j'aime bien voir si la personne a une formation universitaire déjà.
une licence en STAPS ou un diplôme de kiné ou tout simplement un diplôme de coach, hein. Parce que moi je vois aussi des fois juste des gens qui font des plans d'entraînement et qui n'ont pas de diplôme derrière, de diplôme universitaire, juste parce qu'ils ont une bonne expérience en tant que coureur. Alors attention, c'est pas de la critique, je dis juste que sur 90% des gens ça va passer, mais peut-être que quand on va tomber sur quelqu'un qui a une particularité de par ses antécédents ou autre, là il risque de passer à travers une problématique et c'est là où ça peut être plus compliqué, ouais. Ouais, je trouve qu'il y a une problématique peut-être avec des gens qui ont été forts ou bref, qui ont eu une expérience en course à pied et qui derrière coach, sans avoir peut-être une formation derrière, c'est que et on est tous un petit peu comme ça, on a tous un petit peu ce biais-là, mais on retranscrit vraiment notre expérience, ce qui a marché sur nous, sur la personne qu'on va accompagner, et ça malheureusement, on fonctionne tous de manière très individuelle. Et si quelqu'un a couru, je sais pas si ton coach a couru 2h30 sur marathon et que toi ton objectif c'est de faire moins de 4 heures, Exactement. les critères de performance seront complètement différents. Et que c'est ton premier aussi. Et ouais, par exemple. Et du coup, le coach, en tout cas, une des caractéristiques principales pour un coach, selon moi, c'est de se mettre à la place à la place de l'athlète, et du coup, pas prendre son expérience personnelle comme pour absolument l'alpha et l'oméga de ce qu'il va faire, que l'athlète en face de toi va progresser. Et on a tous notre biais où nous, il y a quelque chose qui a marché pour nous, peu importe notre niveau, et on a tendance à peut-être essayer de le reproduire sur nos coachés, mais c'est vraiment très important de se mettre à la place de la personne en face de nous, d'essayer de comprendre ses motivations, ses problématiques, ses objectifs, et ne pas prendre pour acquis que c'est nos motivations à nous et qu'il a les mêmes que nous. Non, c'est différent. On a pas la même façon de voir la course à pied, et donc encore une fois, il faut discuter avec le potentiel coach pour avoir ces infos-là. Du coup, tu me permets de faire le parallèle aussi avec un autre coach qui est de plus en plus présent sur la planification, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une IA? Est-ce qu'une IA est forcément un outil délétère, ou est-ce qu'il y a des choses qu'elle fait quand même correctement? Moi, je pense que elle fait des choses correctement, complètement, et elle fera de mieux en mieux. Et j'irai même plus loin sur la partie planification. Elle sera aussi forte aussi efficiente que l'humain. Que beaucoup de coachs. Aujourd'hui, il y a des applis de running qui sont où les plans sont générés par IA. Il y a encore des coquilles, il y a encore des choses qui sont pas top. J'ai pas regardé ces dernières semaines, mais j'avais encore fait le test il y a quelques mois sur différentes applis. C'est correct, les plans d'entraînement. Mais après, je pense que ta prochaine question, ce sera qu'est-ce qu'elle fait pas bien? Et on en c'est ça. Et d'un point de vue juste plan d'entraînement, pour avoir une structure, c'est correct pour quelque chose de gratuit. C'est très bien si ça peut amener les gens à s'entraîner plus ou moins intelligemment, en tout cas pas faire n'importe quoi. Moi, je trouve ça plutôt très positif, parce que quand ça donne un petit cadre quand même. Ouais, quand on commence la course à pied, au moins, on peut avoir un cadre gratuitement ou presque. Enfin, gratuitement, souvent. On peut avoir un cadre si on a envie de l'avoir. Et du coup, pour les gens qui sont complètement perdus au début, c'est super. Peut-être que ça leur a évité de se blesser, ça leur a appris certaines choses. Donc, moi, je trouve que dans l'écosystème du coaching en course à pied, l'IA, ou les plans générés par IA ont leur place, mais à un certain moment. Alors, moi, je reçois des patients qui se sont blessés, et moi-même, en tant que coureur, je me suis blessé. Alors, est-ce que c'était une blessure qui était liée parce que j'ai suivi l'IA, ou est-ce que c'était une blessure qui est venue parce que j'ai pas forcément mis tout en place sur ma planification pour justement éviter cette blessure? Mais quels sont les risques à suivre en suivant un plan généré par l'intelligence artificielle quand on prend pour argent comptant et que justement on suit de manière très robotique le plan? Les risques, c'est justement de suivre de manière robotique le plan. Clairement, tu viens de le dire, dans le sens où quand on planifie quelque chose, on parlait au début de planification à l'année avec des grands cycles d'entraînement, mais ça, c'est une planification qui va être malléable au fur et à mesure des semaines, justement en fonction de plein de facteurs, en fonction des contraintes perso, pro, de la fatigue, des douleurs, du stress, des maladies, des virus, etc. Et ça, l'IA, elle propose un plan sur 12 semaines pour faire ton semi-marathon, par exemple.
et toi tu veux bien le faire et du coup tu suis à la lettre tout ce qu'elle te demande, mais sauf que justement cette réadaptation en fonction de ta fatigue du jour J, etc. Bah ça c'est pas pris en compte et du coup tu vas peut-être faire une première séance, une deuxième, la troisième tu auras une petite douleur le lendemain, mais comme sur le planning il y a C'était marqué écrit. que demain faut refaire la sortie longue, bah t'y vas, t'as encore plus mal au tendon d'Achille le lendemain matin, etc., etc. Et en fait, Et du coup pour moi, le problème de l'IA, pardon, je te coupe, mais parce que j'ai l'idée en tête, j'ai peur de l'oublier, c'est que quand tu suis une planification faite par l'IA, j'ai l'impression que tu vis à crédit. C'est-à-dire que tu vas générer de la fatigue, tu vas l'accumuler, et au bout d'un moment, à la fin de ton plan, et c'est pour ça que généralement, je trouve, de mon expérience, que les patients se blessent généralement dans le dernier mois parce que c'est là où il y a le pic d'intensité sur la prépa. Et en fait, tout ce que tu as utilisé à crédit, bah, tu passes à la caisse à la fin de ta prépa, et tu te retrouves à 2-3 semaines avant la course avec, bah voilà, une inflammation à la hanche, une inflammation au tendon d'Achille. Donc ouais, ça fait partie je trouve des patterns de facteurs de risque qui reviennent très souvent. Ouais. ouais, clairement, bah tous les plans en fait qui sont pas modifiables, en gros, qui sont créés dès le début et qui sont pas adaptés au fur et à mesure. Il y a des biais. Après, si la personne elle est éduquée sur le fait de voilà, il faut que je sois capable moi-même d'adapter si j'ai besoin. C'est compliqué hein, quand on a un plan, Bien sûr. on a envie de le suivre à la lettre. À la lettre. Donc voilà, mais au moins ça permet d'avoir un plan gratuitement euh, qui est qui est perfectible bien sûr. Mais pour débuter, pour faire un premier 10 km ou un deuxième, un troisième, aller chercher une petite performance et essayer de se motiver, c'est intéressant. Après, souvent, je vois les gens qui ont des plans structurés comme ça, bah, vu qu'il y a personne aussi derrière, on n'a pas à rendre de compte à quelqu'un. Et oui, donc tu Du sautes coup, des séances plus facilement. bah, c'est ça. Le compte, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu sautes des séances plus facilement, personne ne me dira rien, ou soit tu fais tout plus vite, ou un peu plus à chaque fois, ou t'en rajoutes, et personne ne te dit rien non plus. Donc en fait, t'as ton plan, mais en fait, tu le suis pas. C'est souvent Et ce qui arrive, moi, ce que je ouais, vois c'est ultra avec les intéressant ce que tu dis, parce que j'ai remarqué ça depuis que je fais de la planification. Donc j'accompagne quelques coureurs, et il y a quand même vachement, c'est très pavlovien, il y a vachement le circuit de la récompense qui entre en ligne de compte quand tu fais de la planification, parce que le coureur veut te faire plaisir, parce que tu as pris du temps pour lui faire sa séance, et du coup il y a un circuit de récompense qui se met en place. Et au final, bah, je trouve que le fait de prendre quelqu'un pour faire une planification, déjà il y a le côté humain. On a envie de faire plaisir à la personne qui nous a fait le plan, et ça permet de mettre un levier de motivation supplémentaire pour justement être très régulier sur sa prépa. Ouais, clairement, bah du coup, si on va au bénéfice d'avoir un coach humain pour le coup, il y a plein de bénéfices et pour moi, le coaching humain ne sera jamais remplacé par l'IA, mais le côté juste planification, la structure de l'entraînement, l'IA sera meilleur que 80% des coachs Bien maintenant ou sûr. dans quelques mois, c'est sûr, mais ça veut pas dire que l'accompagnement sera mieux par IA qu'avec un humain parce qu'il y a énormément de choses. Le coaching pour moi, c'est 80% d'humain, 20% de planification. Clairement. Et surtout avec la casquette de kiné, où tu es là aussi quand tu tombes dans le pathologique derrière. Exactement. Et justement, avec notre casquette de kiné, théoriquement, tu vas à la frontière, mais nous, on est capable, en tant que coach et kiné, De de la franchir. réadapter pour ne pas Eh tomber oui. dans le pathologique, en tout cas pas dans le pathologique de surcharge. Bien sûr, on maîtrise pas tout, etc. Et les gens peuvent se blesser, ça arrive. Mais en tout cas, beaucoup moins en étant suivi par un coach kiné que par ChatGPT. C'est sûr. Tu as des, oui, ou autre. Tu as Ou autre. des athlètes qui se blessent quand tu fais tes prépas aussi? Je vais honnêtement La question qui très tue. peu. Non, honnêtement très peu. J'en parlais encore il y a quelques jours. C'est vrai que je me faisais la réflexion. Au début un peu plus, pour être très honnête, il y a quelques années, un petit peu plus. Peut-être des fois d'essayer de faire plaisir aux gens. Ils Bien disent, je vais sûr. absolument faire X séances par semaine. Je vais absolument aller chercher cet objectif. Et toi, t'as moins de recul pour les freiner. T'as moins de recul. T'as pas envie de les Ah, tu vexer. fais Tu pas te dis, d'omelette sans ouais, casser des œufs, hein. oui, mais ouais, tu vois, petit à petit, plus j'avance et Et en moi, eh oui. suivre des athlètes de très très haut niveau, athlètes olympiques, etc. On peut se dire que t'es pas obligé d'être, la blessure n'est pas obligatoire même pour performer, mais faut prendre en compte plein de choses. Mais pour revenir sur ce que je disais,
Au début, peut-être un petit peu plus parce que ouais, c'est ça, t'oses pas peut-être freiner les gens sont très motivés. Tu vois, si je leur dis de pas faire la séance, si je leur dis d'adapter, etc., ils vont être frustrés. Et du coup, au final, ils en font un petit peu trop et ils se blessent. Mais là, depuis 1 an ou 2, c'est vrai que j'ai très très peu d'athlètes qui se blessent parce que aussi, moi personnellement, de ma manière de communiquer, de réadapter les séances, de gérer leur niveau de fatigue aussi, j'ai beaucoup évolué. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute et je réadapte encore plus et ça fonctionne bien. Mais du coup, voilà, c'est là où je voulais venir, c'est que les blessures arrivent à cause du côté humain. C'est-à-dire, faut être capable de dire non à son athlète, non, tu sors pas aujourd'hui, ou non, cette séance, tu la décales. Et du coup, bah, c'est le relationnel qui prend le dessus. Ouais, t'as du relationnel avec juste par message, comment tu te sens, comment ça a été la séance aujourd'hui, etc. Après, pour aller un peu plus dans le technique, moi j'utilise maintenant avec mes athlètes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, un indice, un petit questionnaire de 4 questions. Là, ça s'appelle l'indice Hooper, où en fait ils remplissent il y a 4 questions où ils mettent un score Une note. entre 1 et 7 sur qualité de sommeil, niveau de stress, niveau de courbature, niveau de douleur. Et ça fait un score sur 28. Et en fait, sans même que j'ai besoin de leur envoyer un message WhatsApp sur comment ça va, toutes les 2 semaines, ils remplissent ça. Et si je vois que petit à petit, le score, il augmente, plus fatigué, plus courbaturé, niveau de douleur qui augmente, bah, dans ce cas-là, je leur envoie un message, je leur dis, bah, tiens, je vois que ça fait 2 semaines que tu dors moins bien, mais là, on arrive dans la grosse partie de ta prépa marathon. Il faut qu'on réadapte. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et tu réadaptes. Et en fait, ça fait que tu as un indice qui est objectif, quantitatif, et l'indice subjectif, qualitatif du message, de l'appel, OK, comment ça va? Et je trouve la combinaison des deux, c'est que avant d'arriver à ce que les pathologies surchargent, c'est rarement du jour au lendemain tu te blesses. Ça vient d'une semaine, 2 semaines, où tu surcharges, t'es un peu trop, un peu fatigué, un peu stressé, un peu douloureux. Et la 3e semaine, là, t'as le message en disant, ah, j'ai vraiment mal, là, je dois m'arrêter, c'est trop tard. Et forcément, l'IA ne fait pas tout ça. Et l'IA ne fait pas tout ça, non, ne fait pas tout ça. Et de toute façon, l'humain, enfin, voilà, la personne, elle va te faire confiance à toi et elle ferait pas confiance à une machine, ou en tout cas, elle dirait pas les mêmes choses à une machine. Donc, pour le coup, ce côté relation humaine, communication, pendant le coaching, à la fin des coachings, quand on demande aux gens ce qu'ils ont apprécié, c'est pas leur séance de 8 fois 1000 à 3,42 au kilomètre. C'est ce qu'ils ont apprécié, c'est l'appel d'avant-course, c'est la gestion de la période un peu limite au niveau douleur, 4 semaines avant la course, le fait de se faire rassurer, etc. C'est ce côté humain que les gens retiennent dans un accompagnement. On va arriver dans une partie que j'aime beaucoup dans le podcast. C'est une partie un peu libre où j'ai eu pas mal de questions d'auditeurs. Alors, elles sont pas toutes préparées dans notre pitch, mais je pense que ça posera pas de souci pour toi pour y répondre. Est-ce que donc j'ai des questions qui pas mal aussi sur le trail parce que tu fais de la préparation, enfin vous faites de la planification sur le trail, et pour faire le parallèle aussi avec la route, donc je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de tout ça. Est-ce que on planifie de la même manière? Alors ça paraît naïf comme question, mais est-ce que les blocs d'entraînement sont les mêmes entre un trail et une préparation sur route? À distance de la course, ça peut être la même chose. À distance de la course, ça peut être la même chose parce qu'au final, les facteurs de performance en trail, c'est la VO2 max, c'est l'économie de course, c'est être capable d'être endurant. Et en fait, c'est les mêmes facteurs de performance sur un marathon que sur un trail. Donc, à la distance de la course, les blocs non spécifiques, on appelle ça, donc 3, 4, 5, 6 mois avant la course, ça peut être les mêmes. Par contre, dès que tu t'approches de la course, là, pour le coup, ça va vraiment être différent. Encore plus si ton trail, t'as du dénivelé. Nous, on est en Bretagne, donc des fois, la route, le trail, ça se chevauche un petit peu. Ça se mélange un peu, ouais. On a point de vue entraînement. Mais on va dire, si tu prépares un trail en montagne ou un semi-marathon en plaine, là, pour le coup, plus tu t'approches de la course, les derniers cycles, donc à partir de 2 mois avant la course, là, ça va vraiment prendre un tournant différent en se rapprochant encore une fois des spécificités. Donc sur trail, tu vas aller travailler la montée, la descente aussi, bien sûr. En renforcement musculaire, tu vas sûrement aussi faire des choses différentes. Le domaine d'intensité dans lequel ta course va être faite, c'est-à-dire que tu vas souvent courir plus longtemps en trail aussi, donc tu vas plus allonger peut-être les sorties, tu vas ajouter de la marche et de la course parce que c'est la spécificité peut-être de ton trail en montagne, c'est de marcher dans les montées. Donc voilà, tu vas te rapprocher de la spécificité, alors que sur route, bah tu vas rester plus sur des allures régulières, des temps de soutien plus longs, enfin plus
des temps de soutien plus réguliers, etc., à allure constante. Donc, en fait, plus tu te rapproches de la course, plus ça change. J'ai une seconde question sur la place du renforcement musculaire, parce que on avait fait un épisode sur ça avec Marc-André Brisy, où justement on essayait de placer le renforcement musculaire au sein d'une préparation. Quand on est débutant et qu'on peut, ou alors quand on ne peut pas faire trop de sorties dans la semaine, si je peux courir que 2 fois et que je prépare un semi, comment est-ce que tu dois placer à chaque fois du renforcement musculaire, ou est-ce que tu vas plutôt prioriser la course? Comment est-ce que tu vois justement ce fameux PPG ou cette fameuse section de renforcement musculaire au sein d'une prépa? C'est une bonne question que tout le monde se pose, je pense, peu importe son niveau, au final. Déjà, il y a un truc qui est très important à savoir et qu'il faut avoir toujours en tête, c'est qu'aujourd'hui, un adulte en bonne santé, pour être en bonne santé, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, doit faire 2 séances de renforcement musculaire avec charge par semaine. On parle pas de coureur, on parle d'adulte en bonne santé. Donc, quelqu'un qui va me dire la muscu, ça sert à rien, la muscu, ça sert à être en bonne santé, qui est la base de la pyramide, déjà. Voilà. Ensuite, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Ça veut pas dire que tout le monde le fait. Ça veut pas dire que moi, je fais toujours mes 2 séances par semaine avec charge. On est d'accord. C'est pas aussi simple que ça. C'est important, je pense, à 2 moments surtout de la vie du coureur. Enfin, c'est important, c'est obligatoire à 2 moments de la vie du coureur. Pour moi, je suis un débutant, c'est souvent obligatoire parce que la course à pied, c'est quand même assez exigeant au niveau des contraintes mécaniques, au niveau musculaire, au niveau tendineux. Et quand tu cours pas et que tu veux te mettre à la course à pied, bah bien sûr, faut se mettre à courir progressivement, etc. Mais doubler ça avec du renforcement musculaire, même à la maison, même sans charge ou peu de charge, un peu de pliométrie, etc. Pour moi, ça va être une des phases du coureur, un des moments de vie du coureur où ça va être le plus important. Deuxième moment de vie du coureur où c'est le plus important, bah, c'est quand il a vraiment un objectif de performance. Voilà, améliorer l'économie de course, faut travailler la force, la pliométrie, bref, le renfort de plein de manières. Et là, c'est un outil supplémentaire au-delà de rajouter encore des bornes, etc. C'est un outil supplémentaire pour progresser en course à pied. Donc pour moi, c'est 2 moments de vie du coureur, c'est obligatoire. Et au milieu, je suis quelqu'un d'expérimenté qui veut progresser, mais voilà, sans plus. Bah, il faudrait garder au moins une séance dans la semaine. Mais des fois, on préfère courir et c'est ok aussi. Il faut essayer rester un peu souple. C'est ok. Mais des moments d'être loin de tes compétitions, l'hiver, etc. Refais-toi un petit bloc de renforcement. J'ai un petit peu la même question par rapport à la récup. Alors, je lutte beaucoup sur tout ce qu'on peut vendre dans le commerce pour la récup, parce que je pense que les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux pour récupérer. Et je parle souvent de pyramide de récupération, avec la base, ce qui fonctionne le mieux, et tout en haut, ce qu'on achète et qui coûte très cher et qui sert pas forcément à grand chose. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un pour améliorer sa récupération? Dors 1 heure de plus. Voilà. Une sieste. Merci. Une sieste de 20 minutes. C'est très bien. Dormir. Voilà. Dormir, hydrate-toi et mange correctement. Et mange plus aussi. On va faire je vais mettre une grande généralité. Mais voilà, on va casser l'idée reçue que le coureur, faut qu'il soit affûté, etc., etc. Oui. Si tu t'entraînes plus, mange plus, dors voilà. plus. T'as besoin de plus d'essence. Exactement. Mais c'est juste parce que souvent les gens oublient alors c'est pas forcément de supplémenter leur alimentation par des protéines ou par autre chose, même si on pourrait, et d'ailleurs peut-être que ça sera même la question juste après, mais on a tendance à oublier que justement on a des besoins caloriques qui sont beaucoup plus importants, et du coup c'est normal de manger beaucoup plus quand on prépare un marathon ou on prépare un semi. Ouais. Clairement, c'est normal, il faut, et encore plus si on est un profil qui peut avoir des problématiques avec cette histoire de poids, etc. En tant que coach aussi, c'est un peu notre rôle de s'assurer que les motivations sont bonnes et que aussi la récup est bonne derrière, et voilà, avoir cette idée de manger un peu plus quand tu t'entraînes plus. Je pense que c'est un bon discours. Sans rentrer dans les détails, et après, si on rentre dans les détails, il faudra en parler avec un nutritionniste, etc. Mais sans rentrer dans les détails, tu t'entraînes plus, tu as besoin de plus d'essence, plus de carburant, plus d'énergie, parce que tu dépenses plus, bah mange plus, du coup, et c'est tout à fait ok là-dessus. Rajoute-toi une petite portion
de féculents, de protéines. Par rapport à la supplémentation, du coup, est-ce que tu conseilles parfois des compléments alimentaires, ou des protéines, ou de la BCA, des choses comme ça, ou t'as un avis tranché là-dessus? J'ai pas d'avis tranché là-dessus, parce que même si je suis formé sur le sujet, euh, j'aborde le sujet sur la partie récup, sur la nutrition globalement. Après, moi, je pousse pas les gens à faire l'un ou à faire l'autre. Je sais que il faut un apport de protéines dans la journée suffisant. Si tu peux pas l'avoir, bah moi, je suis d'avis de prendre un petit shaker. Ne le prends pas de manière systématique tout le temps, toute la journée. Mais si par ton alimentation, ce jour-là ou cette semaine-là, t'as pas pu avoir les apports nécessaires, bah complémente-toi si besoin. Si tu as mangé suffisamment, pas besoin de te complémenter. Voilà, je suis assez souple là-dessus. Ouais. De manière plutôt ponctuelle, du coup. De manière plutôt ponctuelle. Et après, bien sûr, j'encourage en début de saison mes athlètes, peu importe leur niveau, à aller faire une prise de sang quand même, vérifier qu'il n'y a pas de carence, peut-être encore plus carence en fer chez les femmes ou de carence autres. Et en fonction de ça, bah s'adapter. Et dès que j'ai un doute, de toute façon, sur la nutrition, enfin, qui peuvent entamer soit la santé, soit la récup de mon athlète, bah, je vais plutôt le réorienter vers un rendez-vous chez un médical, diététicien, voilà, chez un spécialiste, juste pour un petit bilan, pour avoir des conseils, même souvent, moi je sais que je l'ai fait une fois, un bilan, ça m'a permis de réadapter un petit peu mon petit déjeuner que je pensais être bien, mais au final, j'aurais pu faire mieux. C'est toujours, on apprend plein de choses au final. Et puis surtout, par rapport à ce que tu disais sur les plans, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Exactement. Ce que j'aime dans le mot planification, c'est que derrière, il y a un autre mot qui est hyper intéressant, c'est planification individualisée. Et ce qui est générique, c'est pas forcément l'idéal. Clairement, comme pour tout. Je crois que la dernière question du podcast, c'était de retenir une seule idée de la planification, mais je crois que c'est moi qui l'ai donnée en fait. Non, ouais, une seule idée de la planification, bah ouais, t'as raison, ça doit être individualisé, enfin, mais comme pour tout, hein, il y a un plan générique qui fonctionne pas pour tout le monde. C'est mieux d'avoir un plan générique que pas de plan, mais c'est mieux d'avoir un plan personnalisé qu'un plan générique. Et j'ai une dernière question, et on terminera là-dessus. C'est la question qui tue que j'ai tout le temps quand quand j'ai un athlète en planification. Quand on rate une séance, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit la rattraper ou est-ce qu'on laisse tomber, on passe à celle d'après? Ça dépend, mais globalement, on la rattrape pas. Une séance, ça se rattrape pas. Peut-être que ça peut être juste, on va rajouter un footing le week-end, mais on va pas rajouter la séance parce que tu avais déjà une deuxième séance prévue le week-end. Hormis une séance clé, peut-être? Bah, dans ce cas-là, tu vas la rattraper, mais la remplacer, tu vas décaler la séance que tu avais prévue la semaine suivante, tu annules celle-ci et tu mets la séance clé qui était censée être la plus importante, bah, tu la redécales à la semaine suivante. Et encore une fois, ça, par exemple, c'est une discussion que tu vas avoir avec ton coach et lui va te donner la meilleure façon de faire. Parce que si t'es coaché toi-même, enfin, si t'es coaché par un plan générique, bah, toi, tu vas vouloir la rattraper, mais tu vas, du coup, peut-être mettre 2 grosses séances d'affilée le samedi et le dimanche. Et en fait, là, tu vas te blesser parce que c'est trop rapproché, t'as pas eu le temps de récupération nécessaire. Donc, encore une fois, si c'est le cas, il y a aucun problème de louper une séance. C'est pas grave. Et une séance, c'est juste une petite brique sur justement ta planification qui est à long terme. Et comme tu as planifié à long terme, si tu loupes une séance ou même une semaine si tu es malade, c'est pas grave parce que c'est réfléchi à long terme. C'est pour ça quand on réfléchit à court terme, la moindre séance, la moindre semaine est hyper importante et du coup tu as l'impression d'avoir tout gâché. Quand tu as un objectif long terme, tu sais que tu peux ça va se rattraper, ça va se niveler. Voilà, ça va se niveler. Donc encore une fois, si tu as loupé une séance, l'idée générale c'est ne la rattrape pas. Mais si tu as quelqu'un avec qui en discuter pour la remettre au bon endroit, c'est encore mieux. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de BIP si il y a des nouveautés dans les prochaines semaines? Là, j'ai vu que vous avez sorti un nouveau module aussi. Ouais. Bah, nous, avec BIP, on veut aider tous les kinés qui s'intéressent à l'entraînement du coureur et à la rééducation du coureur plus globalement. Donc, sur BIP, au-delà des formations qu'on propose, on a aussi beaucoup d'outils gratuits qu'on met à disposition des kinés principalement. On a le BIP Exo pour donner, c'est sur notre site internet, c'est gratuit en libre service. On a toute notre banque d'exercices, des centaines de vidéos d'exercices qui sont filmés. Et en 1 minute, tu peux faire un PDF d'exercice avec tes patients. Tu as juste à ajouter, faire glisser les exercices que tu veux. C'est top, je vais essayer, c'est top.
Et ça, c'est des outils qu'on veut pour juste simplifier la vie des kinés au cabinet. Et moi, j'utilise tous les jours avec mes patients. On a aussi BIP reprise de course. On sait jamais quel programme de reprise de course donner à nos patients qui sont arrêtés de courir 10 jours, 15 jours, 3 mois, qui ont mal, qui ont pas mal. Et du coup, on a mis à disposition aussi gratuitement sur notre site un algorithme où tu réponds juste à 4 questions. Est-ce que mon patient a des douleurs dans la vie quotidienne? Depuis combien de temps il a arrêté de courir? Combien de temps il peut courir sans douleur, etc. Tu réponds juste à 4 questions et ça te propose un programme de reprise de course qui est adapté pour cette personne sans donner toujours le même programme générique, encore une fois. Donc, c'est de la semi-personnalisation de programme de reprise de course. On a ça, on a un guide du bon coureur pour les coureurs qui veulent justement avoir plein d'infos pour juste ne pas faire n'importe quoi. On a plein d'outils gratuits sur notre site, donc allez voir ça. Et pour ceux qui veulent aller bien sûr plus loin sur l'entraînement du coureur, les kinés qui veulent vraiment améliorer leurs compétences, comme tu disais aussi, pour être juste meilleur kiné, pas forcément pour coacher. Mais si tu comprends le coureur, ce qu'il attend après ta rééducation ou ce qu'il a vécu avant de venir en rééducation, donc ce qu'il a vécu dans son entraînement, tu vas mieux le comprendre, mieux lui parler le même langage, et du coup, l'adhérence au traitement sera encore meilleure. L'alliance thérapeutique. Et voilà, il y a plein, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette formation sur l'entraînement, donc qui est BIP Coach. Et toi, à titre perso, t'as une course de prévue dans pas longtemps? Moi, j'ai eu un gros objectif qui vient de passer, qui est toujours en cours, c'est que je suis papa depuis quelques semaines. Donc félicitations. Déjà, ça prend pas mal de temps. Mais quand même, on a avec toute l'équipe BIP justement l'objectif du marathon de Rennes en octobre. Donc là, justement, je vais me faire coacher aussi. J'ai choisi mon coach, j'ai trouvé mon coach. Je vais commencer début juin la planif tranquillement. Et puis là, pour l'instant, je m'entretiens. Ok, je te remercie. Je te propose de revenir bientôt. On va faire un épisode beaucoup plus technique où on va parler vraiment des différentes phases d'entraînement. On va parler des seuils, de la vitesse critique, de la VMA. Donc, je voulais déjà te réinviter pour faire un deuxième épisode. Et je voulais surtout te remercier. On a réussi à tenir, tu vois, à peu près 45 minutes. Je pensais qu'on allait encore plus déborder, mais non, c'était super. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup pour ton invitation, Florian. C'était un plaisir. À bientôt. Salut. Merci à Étienne d'avoir pris le temps de venir partager tout ça sur PhysioDry. On aura le temps de le retrouver très bientôt dans un épisode entièrement dédié à la vitesse critique et à tous les marqueurs de performance en course à pied. Alors si cet échange t'a plu, pense à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire vivre le podcast et à inviter d'autres intervenants comme Étienne. Je te rappelle aussi que je propose des plans d'entraînement construits avec la même logique que ce qu'on a abordé aujourd'hui. Cohérence, progressivité et prévention des blessures. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode ou sur le site qui est en bio de ma page Instagram. D'ici là, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et bon entraînement et la baguette.